Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais reprendre un format un peu plus à l'ancienne, un peu plus classique, c'est-à-dire les avis lecture. Aujourd'hui, j'ai 3 BD à vous présenter, enfin un peu plus, en tout 7, mais 2 séries. Et une BD toute seule que j'ai débutée, dont je n'ai pas encore lu la suite, mais dont j'avais envie de vous parler. Je voulais vous remercier dans tous les cas pour vos gentils messages dans la dernière vidéo. Effectivement, ça arrive à tout le monde d'avoir un peu un coup de mou de lecture, ou un manque d'envie en tout cas, et c'était mon cas, et là j'ai réussi à me remettre pas mal dedans. C'est intéressant, j'ai lu des bonnes BD, j'ai lu des bonnes choses, j'ai pris un peu plus de temps pour moi aussi et pour ma famille, donc c'est des choses qui font toujours plaisir et qui permettent aussi de se remettre un petit peu en jambes pour d'autres activités comme les vidéos que je vous fais sur YouTube. Et on est parti pour la première série. Alors oui, j'ai le soleil parfois dans le visage, parfois pas dans le visage. C'est comme ça, et puis ma lampe ne fonctionne plus, donc vous aurez des couleurs qui changent et des lumières qui changent. Mais bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, la première BD, c'est Solo. Je vous en avais parlé rapidement dans le book haul, le seul que j'avais fait, parce que je trouve que le format est intéressant, mais je préfère quand même vous donner mon avis une fois que je l'ai lu, plutôt que de vous présenter les BD que je vais lire. Donc il n'y aura pas forcément beaucoup de book haul dans ma chaîne pour ceux qui apprécient ça beaucoup. Donc là, je vais parler uniquement des 3 premiers tomes de Solo. Il y en a 6 ou 7 actuellement, 6 je crois. Et il y a des spin-offs un peu différents. Mais là, on parle juste des 3 premiers. L'histoire vraiment principale de Solo. Ce personnage qui s'appelle Solo, comme le nom de la série. Et qu'on va suivre sur ces 3 premiers tomes, puisqu'en fait la suite, les 3 tomes d'après, c'est sur son espèce d'héritier, Legatus, un chien, alors que lui c'est un rat. Enfin bref, ils vont nous amener toute cette histoire. Je n'ai pas lu l'épisode 4, 5 et 6, donc la deuxième trilogie. Peut-être que ce que je vais dire n'est pas bon parce qu'ils expliquent la suite dans la trilogie, mais en tout cas pour le moment, moi je suis à l'arrêt à ce 3e tome, et voilà où j'en suis. C'est pour ça, certaines remarques vont peut-être pas être correctes par rapport à la suite, mais dans ce cas-là, vous le direz dans les commentaires, de bien que je lise la suite. J'ai le 4 et le 5, mais comme j'ai pas le 6, je ne souhaitais pas les lire tout de suite, parce que les 3 premiers, je les ai dévorés, et j'ai trouvé ça bien d'avoir les 3 de suite. Donc j'ai pas envie de me frustrer à lire le 4 et 5 et puis de devoir trouver le 6 absolument, surtout que j'avais trouvé en brocante, donc je sais pas si ça existe à la bibliothèque de Montréal, j'imagine que oui, mais pas forcément. Bref, je vais trouver le 6e, et une fois que j'aurai lu le 4, 5, 6, je vous en reparlerai. Alors Solo, c'est quoi? Pour refaire rapidement l'explication, c'est une BD un peu plus style comics, au niveau du format, vous voyez, c'est pas très grand. Et puis, on est sur, par contre, un peu plus de pages qu'une BD classique de 50 pages. Là, je crois qu'on est sur, voilà, on est sur 108 pages, et pour être exact, et 108 pages, je ne compte pas les petites annexes qui nous ajoutent à la fin, dont je parlerai tout à l'heure. C'est une BD qui est créée par Oscar Martin, un artiste espagnol, qui a réalisé cette série. C'est une des premières qu'il a réalisées tout seul, en tout cas. Il fait le dessin, le scénario et la colorisation, donc il fait l'ensemble, et c'est très réussi. Et c'est quelqu'un qui nous vient de l'art graphique, mais plutôt des dessins animés. Il avait travaillé très longtemps pour la Warner, puis pour Disney avec Mickey Mouse notamment, et c'est un des rares, et peut-être je crois pendant un temps le seul, dessinateur autorisé à faire du Tom et Jerry pour l'Europe. Donc c'est quand même quelqu'un de très très pointu qui a fait de grandes choses. Donc là on est sur une de ses premières BD en solo justement, où il va prendre l'ensemble et qu'il a réussi quand même vraiment très bien, je trouve. Pour l'histoire, on est dans un monde post-apocalyptique sur Terre, et la seule différence avec les mondes post-apocalyptiques d'habitude, c'est que cette fois on est sur la Terre qui est un petit peu à bout de souffle, et tous les animaux, enfin beaucoup en tout cas, vont muter. Les humains aussi vont avoir certains problèmes, mais bref, ils ont un peu détruit la Terre, et il y a eu des mutations qui ont été créées. Beaucoup d'animaux se sont transformés, et ils se sont transformés en devenant comme les humains, quoi, finalement. Donc la taille à peu près d'un homme, parfois un petit peu plus petit, parfois un petit peu plus grand, la force plus ou moins pareille.
D'ailleurs, c'est très intéressant puisque à la fin, ils nous mettent un petit peu les tailles des personnages par rapport à un humain lambda. Hein. Donc ça, j'ai trouvé ça génial d'ailleurs. Et ça aussi, ces mutations leur ont aussi développé le cerveau. Donc c'est des animaux qui vont se mettre à vivre comme les humains, sur deux pattes pour la plupart, et à réfléchir intelligemment, à chasser de manière plus humaine, avec des outils, à utiliser des armes, hein, comme on le voit ici, les armes blanches, les armes à feu, etc. Bref, ils vont tous développer un sens un petit peu différent en fonction de leur espèce. Et ça, c'est une touche très très nouvelle dans le monde post-apocalyptique que j'ai beaucoup aimé. Pour moi, ce n'est pas un récit anthropomorphique dans le sens où, quand on parle d'un récit anthropomorphique, c'est que tous les personnages sont avec des corps et des visages d'animaux. Sauf que cette fois, les humains existent dans cette histoire. C'est juste que les autres animaux se sont transformés. Donc pour moi, on n'est pas dans un anthropomorphisme. Bien sûr, le personnage principal est une souris qui a une forme humaine, on va dire, mais en soi, ce n'est pas un humain et ce n'est pas transposé dans un humain. Donc je pense que c'est plus vraiment ce côté un peu fantastique ou fantasy, qui est intéressant et qui est amené de manière assez intéressante avec ses mutations. Bref, on va suivre Solo, donc un rat qui est au départ avec sa famille tranquille et qui va devoir quitter sa famille pour en fait tout simplement laisser un peu d'espace et de territoire à son père, sa mère et puis à ses frères et sœurs, puisqu'ils n'ont plus assez de choses à chasser dans le coin, et donc il va devoir partir, un petit peu comme les animaux finalement dans le règne animal, qui, une fois devenus à l'âge adulte, vont devoir quitter leur mère, quitter le territoire de chasse de leur mère et de leur père, souvent que de leur mère, parce que les pères souvent ne sont plus là. Et donc on va suivre ce Solo qui va partir à l'aventure tout seul, qui a été bien sûr formé à la survie par son père, mais qui est quand même, on le voit sur les images, assez chétif par rapport à l'espèce de bête de muscles que l'on va retrouver un peu plus tard dans l'histoire. Solo va malheureusement se faire capturé par des humains et va s'en suivre une sorte de gladiator, c'est-à-dire qu'il est emmené dans un village humain en tant que prisonnier et il va être utilisé comme un gladiateur dans une arène où il va développer toutes ses techniques de combat, il va en tout cas les améliorer parce qu'il est déjà très bon de base, il va se muscler énormément et ça va devenir une bête de scène, une bête de sang, et un petit peu l'homme à abattre, le rat à abattre, puisqu'il bat tout le monde sur son passage avec souvent une facilité un peu déconcertante. Bref, tout ce tome 1, ça se tourne quand même autour de ça, autour de, si je veux, bon, c'est un petit peu un spoil, donc ceux qui ne veulent pas, vous passerez de quelques secondes, jusqu'à la réussite et la libération, parce qu'il a gagné une sorte de méga combat entre plein de héros de plein d'arènes différentes. Et ensuite, il va rencontrer une femme. Dans le tome 2, il va un petit peu développer cette histoire avec cette femme. Et puis, dans le tome 3, il va développer encore une nouvelle histoire, et notamment l'histoire de la rencontre avec son héritier, Legatus, donc ce chien de combat qu'il va découvrir et qui va essayer de le former, de lui apprendre plein de choses comme si c'était son enfant à lui. Bref, une histoire, comme vous voyez, assez complexe, assez intéressante, et qui amène à plein de possibilités différentes. Et c'est d'un côté ça que j'ai beaucoup aimé, et ça que j'ai moins aimé, parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont surutilisées, d'autres complètement sous-utilisées, et certaines choses qui ne font pas forcément trop de sens. Donc pour le côté où j'ai beaucoup apprécié, effectivement c'est une histoire intéressante, nouvelle, avec un scénario qui est complètement différent de ce qu'on retrouve dans le post-apocalyptique. Donc ça c'est génial, les animaux, les mutations, toutes ces choses-là c'est très intéressant. Et l'histoire en soi tient le bout, c'est intéressant. C'est un peu ce côté Game of Thrones aussi, avec tout le monde qui peut mourir à n'importe quel moment. Tous les personnages principaux, on s'inquiète un peu pour eux, à part pour Solo bien entendu. Mais il y a pas mal de revirements de situation qui sont quand même intéressants. Par contre, pour moi, et c'est là où j'ai envie de dire que c'est un peu dommage, c'est qu'il y a des choses qui sont mal utilisées en tout cas. Par exemple, ce que je trouve qui est surutilisé, c'est qu'on dit que c'est un rat un petit peu poète, et donc il se fait beaucoup des réflexions à lui-même, qui nous partage en fait, qui partage au lecteur. Donc souvent, on va avoir les pensées de Solo qui va nous parler, qui va nous expliquer ce qu'il pense, etc. Et au début, on trouve ça sympa, puis on trouve ça un petit peu redondant, et à la fin, moi j'ai trouvé que c'était un peu trop, et j'en avais un peu marre. Donc je trouve que c'est pas utilisé à bon escient. Après, bien sûr, c'est pas la fin du monde, c'est pas très grave, mais je trouve que ça aurait pu être mieux utilisé. C'est une bonne idée, mais qui est mal utilisée. De même, le point qui est surexploité pour moi, c'est que quand on a des blancs dans l'histoire ou des moments un petit peu plus calmes, un petit peu plus lents, il n'y a toujours que deux solutions.
Soit il se fait attaquer par des méchants et il les tue, hein, et donc je parlais tout à l'heure de la facilité déconcertante de tuer les méchants. Et d'ailleurs souvent les pièges sont un petit peu bébêtes alors que c'est censé être un rat de combat incroyable, hyper doué à la chasse, qui a été formé et tout, donc ça je trouve ça un peu dommage. Ou alors ça va être justement des pensées qu'il a dans sa tête et qui nous parlent, donc c'est toujours un petit peu les deux mêmes choses. C'est un peu dommage, ça aurait pu être plus intéressant, ou alors dans ce cas-là, passer les moments de blanc, ou alors faire des pages muettes où on le voit avancer dans son histoire. Il y a plein de solutions pour amener ça et pour casser un petit peu ce quotidien de soit il se parle, soit il se combat. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. A l'inverse, il y a des choses qui sont complètement sous-exploitées, hein, notamment son histoire. Hein, j'en parlais tout à l'heure, le fait qu'il se fasse piéger vraiment très facilement, alors que c'est censé être un rat de combat, de fou, qui a été formé à la chasse, à la prédation, à se cacher, etc. par son père, qui a vaincu tout le monde dans l'arène et qui a vaincu les dieux de l'arène aussi tout seul, alors qu'il fallait forcément avoir beaucoup d'expérience, de réflexion, de tactique, et puis il sait que ce monde extérieur est très très difficile, mais pourtant il se fait quand même piéger un petit peu dommage. Je trouve qu'ils auraient pu amener quelque chose de mieux là-dessus. Pareil, l'histoire souvent est entrecoupée de plein de petites histoires, et j'ai eu un peu cette impression que c'était plein de petites bonnes histoires, mais qui n'étaient pas bien engrangées les unes dans les autres, avec malheureusement beaucoup de clichés. On parle notamment de ce guerrier intuable qui est trop fort et qui vainc ses ennemis très facilement quand même la plupart du temps. On parle de ce trio amoureux qui arrive un petit peu plus tard, puis la perte d'être cher, on ne dira pas qui, mais la perte d'être cher, sans avoir réellement cette quête de vengeance, un petit peu au début, puis rapidement une sorte d'abandon. Et pour moi, il manque quelque chose pour scinder ça dans une et même belle histoire. Par exemple, un truc tout bête, alors c'est des exemples, je n'étais pas dans sa tête, peut-être qu'il avait une idée précise, mais il sort de cette arène où il a été complètement exploité par les humains, il a battu tout le monde, c'est le meilleur, c'est le plus fort, il trouve un groupe de rats, une colonie à laquelle il va pouvoir les développer, et on a l'impression que jamais il ne leur parle de son passé, que jamais il leur dit « attention, les humains sont très dangereux, ils ont un mauvais plan derrière la tête ». Ou alors on devrait peut-être s'en séparer, on devrait peut-être se venger et aller tuer certains villages. Il y a plein d'idées qui pourraient être faites, mais c'est comme si cette histoire, on l'avait mis de côté. Surtout qu'en plus il devient moins bon, moins fort, mais il gagne quand même ses combats, alors que c'est censé être le monstre de puissance, quoi. Donc un peu déçu, forcément. Pareil, à un moment, il découvre de l'air, parce que beaucoup de la surface de la Terre, c'est un désert quasiment, il n'y a plus grand-chose qui vit au niveau végétal. Et à un moment, il y a de l'herbe, il nous l'amène, il nous en parle un petit peu, et après, on n'en entend plus parler pendant 2 tomes. Et j'ai pas compris pourquoi, je ne vois pas trop l'intérêt de l'amener à cet endroit-là. Est-ce que c'est parce que c'est dans le 4, 5, 6 qu'on a la raison et l'explication? Peut-être, dans ce cas-là, est-ce que c'est pas apporté un peu trop tôt? C'est un peu les réflexions que je me fais. Et c'est dommage parce que c'est une vraiment bonne BD. Je l'ai, comme je l'ai dit, je l'ai dévoré. Les 3, je les ai lus les uns à la suite des autres, sans perdre de temps et quasiment en une seule soirée. Donc il y a quand même quelque chose de très intéressant dans cette histoire, dans cette BD, mais je trouve que c'est un peu morcelé de plein de choses, de peut-être un peu trop de clichés parfois, et ça aurait pu être un petit peu mieux, je trouve. Bref, j'ai quand même envie de lire la suite avec Legatus, qui a l'air d'être un personnage auquel on va aussi beaucoup s'attacher, parce que bien sûr on s'attache beaucoup au personnage principal, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, mais j'espère que ces petits défauts vont être corrigés. Par contre, niveau dessin, là je n'ai pas grand chose à dire, c'est magnifique, et j'en avais parlé lors du book haul, c'est que comme c'est une de ses premières séries tout seul, bon après je ne connaissais pas toute son histoire et toute l'histoire avec les dessins animés, donc il est déjà très bon, mais on sent que le dessin déjà est très très bon, hein. On sent un petit peu cette patte Disney Warner, un peu dessin animé, j'ai bien aimé, à la limite du comics d'ailleurs. Et par contre, les personnages sont vraiment très très beaux, le dessin est très précis, il y a beaucoup de détails. Bon, alors il y a beaucoup de combats, on sent qu'il est très à l'aise avec le combat, parce que toutes les 4 pages, il y a du combat, il y a des scènes un petit peu de bataille, mais ça reste impressionnant. Et en plus, je trouve que son dessin s'améliore de tome en tome. Donc là, on n'est qu'au tome 3, mais je trouve que, enfin moi je suis au tome 3, pardon, mais je trouve que déjà son dessin s'est amélioré. Il y a plus de précision dans le trait, il y a un petit peu moins de fioritures, un petit peu moins de ce côté essai, tentative. Alors en tout cas, c'est l'impression que ça donne dans la lecture, c'est mon impression. Je trouve que le découpage est toujours bon, il est assez efficace, il n'est pas non plus trop simple et trop gaufrier, mais ça reste assez classique. Et par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié dans son dessin, et ça amène aussi bien sûr à l'histoire, c'est ce qu'il ajoute à la fin, ce qu'il appelle les fiches techniques,
où en fait il va nous parler des différentes espèces. Qui sont-ils? Quelles sont leurs histoires? Dans quoi ils sont bons? Est-ce qu'ils sont intelligents ou pas très intelligents? Est-ce qu'ils préfèrent se battre avec une arme blanche ou avec des fusils? Enfin, c'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé les différents personnages, les différentes races, comment les voir arriver dans l'histoire. Enfin, je trouve ça très très bien fait avec ces petits carnets des petits carnets de dessin avec les tailles, hein, comme je vous disais, en fonction de l'humain, pour qu'on essaye un petit peu plus de s'imaginer quelle serait la réalité. Alors moi, j'ai des équilibristes qui tombent de mes BD, mais qui sont très jolis d'ailleurs aussi. Et non, dans l'ensemble, c'est vraiment très réussi, le tome 3 là, ici, avec d'ailleurs cette très jolie page avant le début. Mais oui, non, je trouve que son dessin est meilleur, hein, on voit. C'est un peu plus joli, les fonds sont un peu mieux réussis aussi. Je pense que c'est d'ailleurs plus ça, c'est plus le second plan qui est mieux réussi, qui est plus harmonieux, en tout cas, je trouve. Et ça, c'est très réussi. Les combats sont toujours vraiment dynamiques. Alors assez gore, hein, il faut le dire. Assez gore. Il y a du sang qui gicle, des membres qui giclent, des personnages qui se font arracher certains membres. Donc non, c'est très réussi. Hein, et puis ces personnages auxquels tout de suite on s'attache. Alors là, le petit bébé Legatus, qui est vraiment trop mignon, qui me fait penser à Rox et Rookie, hein, le petit chien de Rox et Rookie. Je ne sais plus si c'est Rox ou Rookie. J'imagine que c'est Rox. Mais oui, ça m'a fait penser à ça. En tout cas, c'est une bonne BD. J'ai envie de dire c'est dommage parce que ça aurait pu être une très bonne BD si tout avait été un petit peu plus peut-être travaillé sur le scénario, sur l'unité du scénario. Je ne sais pas ce qu'il aurait fallu faire. Peut-être que les propositions que je fais vous parleront. En tout cas, ça m'intéresse de savoir dans les commentaires si vous avez eu la même perception en tout cas de cette BD ou si pour vous, non, elle est super, elle est bien, elle est assez complète. Mais ça reste une bonne BD, je vous la conseille. Et personnellement, j'ai passé un très bon moment. Et on attaque la deuxième BD, enfin la deuxième série pour le coup, avec Berlin sera notre tombeau de Michel Koeniger. Et le troisième tome est fait par Michel Koeniger et Vincenzo Giordano pour la simple et mauvaise raison que Michel Koeniger est malheureusement mort durant la création du dernier tome. Il avait déjà terminé le storyboard, terminé l'ensemble de ce qu'il avait prévu. Mais il avait dessiné uniquement 20 planches de l'entièreté de l'histoire. Donc c'est pour ça que cette dernière histoire est partagée entre ces deux hommes. Alors c'est une série Berlin est notre tombeau qui est quand même assez particulière. Je préfère directement vous prévenir. J'en avais parlé puisqu'elle faisait partie aussi de ma présentation dans la pile à lire. C'est une BD qui traite d'un sujet qui est peu traité, vraiment très peu traité, qui est la division Charlemagne de la Waffen-SS, donc de l'armée allemande nazie. Et cette division Charlemagne regroupait uniquement des personnes françaises. Dans cette histoire, on va rejoindre la partie de toute fin de guerre. On est sur la dernière semaine et on a cette division Charlemagne qui va essayer de défendre Berlin contre l'arrivée des bolcheviks et donc de l'armée russe. Pour diverses raisons dont je reviendrai un petit peu plus tard sur le sujet. L'histoire, ça va donc être quand même assez simple. Hein. C'est vraiment uniquement cette dernière semaine de cette division Charlemagne, dans les rues de Berlin, un peu partout, dans les différents quartiers, en fonction de là où ils allaient pour essayer de combattre et puis de tendre des pièges, etc. etc. Et c'était un peu le dernier rempart, même si en réalité, il n'y avait plus aucun espoir pour l'armée des nazis. On va donc suivre différents personnages de cette division Charlemagne. Au tout début, le premier tome, ils vont un petit peu nous mettre en place tous les différents personnages, un petit peu leur histoire, très légèrement. Et puis tout le long de l'histoire, on aura des flashbacks sur certains personnages, dont notre héros, on va dire, Christian Claudel, qui est ce personnage, et qui était un reporter français qui s'était engagé à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale pour des raisons que l'on reviendra un petit peu plus tard. Ce que j'ai pas dit, c'est que c'est édité aux éditions Paquette et que ça fait partie du recueil Collection Mémoire 1939-1945 qui publie pas mal de BD en réalité sur cette période et c'est souvent des BD qui sont quand même assez précises, hein, assez historiques. Et d'ailleurs, là, on est vraiment sur une BD historique et pas réellement sur une BD d'action ou quoi que ce soit. Et c'est 3 tomes qui font 48 pages. Alors, je vous préviens tout de suite, je ne vais pas passer tout de suite sur mon avis parce que je voudrais quand même essayer de parler de cette BD, de ce que j'en ai ressenti
et un peu les difficultés que j'ai eues avec la BD. Parce qu'en soi, c'est une bonne BD, hein. Si on la prend dans son ensemble, c'est bien dessiné, le scénario est logique, bon, en même temps, c'est vraiment très historique. On sent que Michel Koeniger s'est énormément informé sur l'ensemble de cette période, sur les différents personnages, sur aussi les uniformes, les armes, les tanks, Berlin, comment c'était à l'époque, etc. Et ça, c'est un très bon point parce que l'on retrouve vraiment une sorte de réalité historique dans laquelle on peut facilement se plonger. Ça, c'est un côté que j'ai beaucoup aimé. Et puis, il le dit dans une interview, Michel, c'est que lui, il aimait bien tout ce qui est armes, tout ce qui est histoire, etc. à l'époque, qu'il y a beaucoup de BD qui font des BD un petit peu déconstruites au niveau documentation. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir les bonnes armes, il ne va pas y avoir les bons uniformes, il ne va pas y avoir des choses qui sont très correctes et concrètes dans l'histoire. Alors que là, il a voulu faire quelque chose puisqu'il dit je fais cette BD un peu plus pour les adultes qui vont essayer de comprendre cette BD. Et donc, souvent quand on grandit, on a envie d'avoir des choses un petit peu plus précises. Et là-dessus, je le remercie parce que sincèrement, ça fait du bien effectivement de lire une BD un peu précise. Il suffit de vous être renseigné un petit peu sur la Seconde Guerre mondiale pour savoir quelles armes ont quelles armées. Et puis si on voit des armes dans les mauvaises mains, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de documentation. Donc ça, c'est un très bon point, c'est que cette BD, elle est vraiment documentée. Par contre, un point dès le début où c'est un petit peu difficile d'accrocher, personnellement j'ai trouvé, c'est ce côté, on va suivre des personnes qui se sont engagées chez les nazis. En tant que Français, on a tous cette idée dans la tête que c'est les méchants, bien entendu. Hein. Et ça, c'est vrai que c'est un peu difficile. Alors, Michel Koeniger en parle dans des interviews. Il explique que c'est quelque chose d'assez méconnu, qu'il n'y avait pas que des mauvaises personnes dans cette division de la Waffen-SS, qu'en gros, c'était des personnes qui se sont engagées pour diverses raisons. Il y en a bien sûr qu'on rejoint en 1942 cette division Charlemagne pour essayer de combattre les bolcheviks, parce que pour eux, le communisme, c'était l'enfer et le mal, donc il fallait aller combattre, et puis quitte à être entre guillemets envahi par les Allemands, autant se battre avec eux pour essayer de sauver l'Europe. Il y avait ceux qui en 1945 se sont dit que la guerre allait être perdue, qu'ils avaient été collabos toute leur vie, entre guillemets toute la partie de la guerre, donc qui voulaient essayer de s'enfuir et de ne pas se faire attraper par les gaullistes pour ne pas se faire tuer tout simplement. Et puis il y avait ceux aussi qui fuyaient la Gestapo française, hein, qui essayait d'attraper un petit peu toutes les personnes qui cachaient les gens, tous les résistants, toutes les personnes aussi qui refusaient de suivre l'idéologie nazie, et notamment justement ce Christian Claudel, hein, qui est donc comme je dis un reporter, qui en gros refuse d'écrire mal sur les juifs, de les enfoncer six pieds sous terre, etc. Et donc à la fin, il sait qu'il va se faire attraper par la Gestapo française, donc il se dit c'est un peu la seule manière de encore entre guillemets servir mon pays en essayant de défendre contre les communistes et puis en faisant quelque chose une dernière fois. Est-ce que c'est la bonne solution? J'en ai aucune idée, j'étais pas là à cette époque-là, donc je ne peux pas le dire. Bref, il essaye de nous mettre dans cette situation, d'essayer de comprendre ces différents personnages, et j'avoue que moi j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, surtout que les flashbacks sont tout le long de la BD, et donc on comprend que à la fin que Christian Claudel c'était pas un salaud. Mais ça arrive trop tard pour moi. Et du coup, j'ai eu du mal à accrocher avec les personnages. J'ai eu du mal à me dire, c'est des mecs bien, c'est pas que des salauds qui étaient avec les nazis, etc. Donc ça m'a pas accroché au niveau des personnages. Et quand on lit une BD qui est bonne, mais où les personnages censés être principaux n'arrivent pas à créer d'affect en fait avec nous, eh bien c'est plus difficile de lire la BD parce qu'on se sent un petit peu décorrélé de l'histoire, déconcentré, on n'arrive pas à s'identifier en fait tout simplement. Et moi ces BD-là m'ont fait penser à mes deux grands-pères, hein, qui ont fait la guerre, et notamment un de mes grands-pères qui a été dans la résistance et qui, quand il est devenu vieux, avait la maladie d'Alzheimer et ne se souvenait quasiment que de cette période. Donc il me racontait souvent ses combats dans les maquis, etc. Donc effectivement, dès le début, comme il ne nous présente pas ces personnages comme étant plus ou moins des gentils, c'était un peu difficile de m'imaginer apprécier ces personnes-là. Et au final, c'est un autre point que j'ai pas forcément aimé, c'est que la BD nous donne un peu l'impression que toutes les personnes qui étaient dans cette Waffen-SS chez la division Charlemagne étaient un peu des gentils, c'était pas des mauvais bougres, et que c'était des gars qui n'avaient pas eu vraiment le choix. Alors que je pense que la majorité d'entre eux avaient certainement eu le choix, mais c'est un petit peu comme ça qu'ils nous l'amènent, et ça, j'ai pas trop aimé, le fait qu'on a l'impression que c'est tous des gentils, c'est tous des gars qui veulent sauver la France, des bolcheviks, qui veulent combattre une dernière fois, qui sauvaient leur peau.
je sais pas, je trouvais que c'était un peu une facilité pour essayer de nous donner de la sympathie pour ces personnages-là, alors que justement ils nous auraient amené leur histoire au tout début, peut-être qu'on aurait plutôt eu cette sympathie, notamment avec ce Christian qui effectivement à la toute fin on arrive à avoir cette sympathie, mais c'est trop tard. Et ça c'est un petit peu le côté décevant. Et surtout que s'ils nous l'avaient apporté dès le début, on aurait peut-être pu avoir cette image assez intéressante de ces soldats français, mais au final tout au long de l'histoire, il va y avoir plein de choses un peu spécifiques, quoi. Ils vont se donner, être les gentils parce que, par exemple, ils vont tuer des Russes qui sont en train de violer des femmes. Bon, super, effectivement. En même temps, c'est la moindre des choses. Et par contre, à l'inverse, il y a des nazis qui devaient être fusillés. Ils vont les laisser partir. Je sais pas si tu as un minimum encore de respect pour la France. Tu vois des nazis qui s'enfuient, qui sont censés en plus être des nazis qui doivent être fusillés, tu sais, genre tu fais quelque chose. Bref, j'ai pas trop aimé ce côté-là où on essaye de nous forcer un petit peu à apprécier les personnages principaux, que ça doit être des gentils, etc. Il y a des BD qui le font très bien, cette remise en question. Celle-là l'a fait à la toute fin avec Christian, mais par exemple quand on pense à Ulysse et Cyrano, avec le père de Ulysse, qui était un gars qui avait une entreprise, qui a été forcé par les nazis à collaborer, et puis en fait il l'a fait parce que c'était aussi le moyen de sauver toutes les familles qui travaillaient dans son entreprise. Il y a aussi ce côté-là qui est intéressant à comprendre, mais dans cette BD, j'ai trouvé que c'était moyennement apporté, c'était pas forcément bien fait. Parce que je pense sincèrement qu'effectivement, on peut pas trop se mettre à la place des gens qui étaient là en 39-45. Il y en a certainement qui ont collaboré pour les mauvaises raisons, mais il y en a certainement qui ont collaboré pour les bonnes raisons aussi. Donc, on ne peut pas trop se mettre à leur place, on ne sait pas comment on aurait réagi, on espère tous bien sûr qu'on aurait été résistants. Michel Koeniger en parle aussi en disant effectivement juste après la guerre, tous les Français étaient soi-disant des résistants, puis ensuite il y a eu la grosse chasse aux collabos où on a fait un peu trop le ménage, et puis maintenant on essaye de faire la part des choses. Effectivement. Et le problème de cette BD, c'est que je trouve qu'elle ne fait pas suffisamment la part des choses entre le côté Waffen-SS, Division Charlemagne, les pas mauvais, et les mauvais. Il y en a des mauvais dans cette division, forcément. Donc ça aurait été bien de les mettre en avant, quitte à ce qu'on les déteste un petit peu, quitte à ce qu'on ait un petit peu cette amertume quand on lit leurs histoires. Bref, vous voyez, je suis un peu déçu, j'ai pas réussi à vraiment rentrer dedans, alors que c'est une bonne histoire, que c'est intéressant, que j'ai appris plein de choses, mais il y a eu ce manque, entre guillemets. Ça reste pour moi une BD que j'ai envie de vous partager, et c'est pour ça que je le présente aujourd'hui, mais que j'ai aussi envie de mettre en avant, parce que en soi elle est bonne, elle est intéressante, elle est intelligente, on apprend des choses sur des informations, des moments de la Seconde Guerre qu'on ne connaissait pas, et ça je trouve ça quand même intéressant et important, en plus de, parce que je ne vous ai pas encore montré d'image, en plus du fait que c'est une BD qui est très belle et très bien dessinée. Donc voilà, c'est une BD qui m'a effectivement déçu, j'attendais un peu plus, j'avoue. C'est quand même une bonne BD, je vous conseille quand même de la lire, de la trouver en bibliothèque, peut-être pas de la garder chez vous si vous n'avez pas envie, mais si vous aimez les BD sur la Seconde Guerre mondiale, les BD un petit peu historiques, je trouve que c'est une BD quand même intéressante et importante à lire. Et d'ailleurs, ça m'a donné envie de lire deux séries de BD. La première qui est The Regiment, sur l'histoire de la création des SAS, donc l'unité d'élite britannique qui a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale en Afrique pour combattre les Afrika Korps allemandes, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un accent. Et puis la deuxième qui est justement la BD qui s'appelle Afrika Korps, qui nous parle des troupes allemandes sous l'égide de Rommel, donc ce stratège militaire allemand qui a combattu et qui a aidé ses amis italiens justement en Afrique. Et j'aimerais du coup voir, est-ce qu'on parle d'eux comme des héros, est-ce qu'on les met un petit peu en tant que salauds, enfin voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu comment ils les présentent. Ça m'a donné envie quand même de le lire. Je pense que c'est quand même une BD importante à lire. Je pense pas qu'il faut dire c'est nul, on met en avant la division Charlemagne qui étaient tous des salauds de collabos. C'est important quand même d'avoir, je pense, ce retour sur l'information, cette compréhension, et puis un petit peu se dire ah oui effectivement c'était terrible à ce moment-là. Et il y a des choses d'ailleurs qui sont très bien rendues dans cette histoire. On voit notamment ce jeune SS qui va être entre guillemets sauvé par la division Charlemagne. Et ils vont essayer de le protéger. Puis c'est un gamin, le gars il a 12 ans, il est avec des Panzerfaust, donc des trucs anti-chars, et qui va aller déglinguer les chars, il va les aider à porter les munitions. On se dit quand même que c'était une période qu'on ne peut pas comprendre, et ça, c'est quand même très bien retranscrit. Donc il y a plein de bonnes choses, et il y a plein de choses qui sont un peu décevantes, quoi. Et c'est ça, tout le paradoxe de cette BD, c'est que je pense que ça aurait pu être
excellent, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans parfaitement, j'ai pas réussi à m'attarder sur les bons personnages, j'ai pas réussi à m'accrocher aux différents personnages. Bref, c'est une bonne BD, je pense quand même, avec des très beaux dessins, mais qui manque de quelque chose. Il y a une âme quelque part qui manque, je trouve, pour qu'on puisse un petit peu plus s'identifier ou au moins comprendre les personnages. Et par les comprendre, je ne veux pas dire dans les toutes dernières pages de, du 3e tome de la BD. Et sinon, pour en revenir au dessin, hein, je le disais, c'est une très belle BD avec beaucoup de détails, quelques grandes pages. La seule chose que je trouve pas terrible, c'est que je trouve que les images sont un petit peu figées. La plupart des images, en tout cas, ne sont pas très dynamiques. Bon, les explosions sont plutôt bien faites, mais il n'y a pas d'énormes onomatopées, il n'y a pas de... On n'a pas cette impression de bouger avec les personnages, on n'a pas cette impression de mouvement. C'est plus le mouvement, parce que les explosions, comme je le dis, c'est beau, c'est puissant, c'est impressionnant, mais on n'a pas cette impression de mouvement, de déplacement. Voilà, encore là, ils sont en train de tirer. Je trouve que c'est un petit peu figé, quoi, comme image. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, c'est très beau. Hein. Je trouve que c'est très beau, c'est très réaliste. Les visages des différents personnages, justement, je le disais, les uniformes, les armes, etc. C'est quand même très réussi. Donc dans l'ensemble, une très belle BD. Les couleurs aussi sont superbement réussies. J'en parle souvent. J'essaye de vous faire une vidéo sur la couleur, mais j'ai pas envie de faire quelque chose de moyen ou de mauvais. Donc j'ai envie de prendre le temps de faire une belle vidéo sur les coloristes et la couleur en particulier. Bref, voilà. Je vous conseille de la lire quand même. C'est important d'avoir ce point de vue un peu différent de la Seconde Guerre mondiale, des Français, de l'armée, de la division Charlemagne, etc. Et pour finir, parce que il faut bien finir et la vidéo est déjà très longue, c'est Tête de chien, le livre 1 de nos amis Vincent Brujas, Ronan Toulotte et Yann Guillot. Donc à la base, c'était un duo qui travaillait souvent ensemble, Vincent Brujas et Ronan Toulotte. Ils ont travaillé avec Johan Guillot, je ne sais plus sur quelle BD, mais sur une de leurs BD. Et ensuite, ils ont bien aimé le travail ensemble et tant mieux pour nous parce que c'est super. Je crois que c'était sur Cossack d'ailleurs. Là, ils nous sortent une BD complètement différente sur le Moyen-Âge. Alors pour la petite anecdote, c'est mon ostéopathe qui m'a prêté cette BD puisque durant les séances, on parlait un peu BD. Je sais pas pourquoi, on s'était mis à parler de ça, de passion et de choses comme ça. Et en fait, il apprécie beaucoup la BD aussi. Notamment, il apprécie beaucoup Patrick Prune, donc ça m'a fait rire parce que c'est quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a parlé BD, c'est parce qu'il avait une représentation de Patrick Prune sur son mur. Et donc, on a discuté de BD ensemble. Et depuis, on s'échange un petit peu des BD, des choses qu'on a bien appréciées ou que l'autre a envie de lire et que l'on a. Donc bref, Tête de chien, qu'est-ce que c'est? C'est une BD donc des Trois Compères. C'est fait chez Dargaud et c'est un format qui ressemble un peu plus à du comics. On n'est pas très loin d'ailleurs du format de Solo dont je vous parlais au début de la vidéo. C'est une BD qui est pas mal généreuse, hein, qui fait quand même 133 pages et qui est séparée en différents chapitres. Donc il y a vraiment ce côté un peu comics, hein, et d'ailleurs, ils en parlent, Ronan Toulotte et Vincent Brujas, ils expliquent qu'ils voulaient avoir cet effet un peu comics. Donc vous voyez, chaque nouveau chapitre, ça fait une page comme ça, d'une couleur unique, la couleur bien sûr du personnage qui va être un petit peu plus au centre de ce chapitre. Et ça donne un effet quand même effectivement assez unique, hein, de lecture. Moi j'aime bien, en vrai. Le chapitrage dans la BD, ça ne me dérange pas du tout. Je trouve que justement, ça permet de faire un petit peu des petites pauses, de se remémorer ce qu'on vient de lire, de comprendre un petit peu les intrigues et d'essayer de rentrer un petit peu plus dedans peut-être et de comprendre un petit peu en avance ce qui va se passer. Moi, j'aime bien, en tout cas personnellement. C'est un truc qui ne me dérange pas du tout et je trouve que c'est une bonne idée. Et donc, comme je le disais, il y a une interview de Ronan Toulotte qui est assez intéressante qui raconte qu'il voulait faire quelque chose de nouveau autour de la chevalerie, hein, comme on le voit, des tournois de chevaliers, et qu'ils avaient en fait été baignés, eux, dans ce côté BD, manga, comics. C'est un peu la même chose, on est dans le 9e art, il n'y a pas une supériorité de la BD, en tout cas c'est ce qu'il dit, hein, et que lui, il voulait avoir ce mélange-là aussi, puisque c'était ce qui l'avait fait grandir, et c'est comme ça qu'il avait grandi. Et donc on est sur une BD qui est un peu plus format comics, mais avec des codes de la BD complètement. On est sur un chapitrage plus comme le comics, et puis on a ce côté un petit peu héros qui va grandir, comme un manga, un shonen notamment. C'est ce qu'ils ont essayé d'avoir et je trouve que c'est très bien rendu. Pour l'histoire, on va donc suivre deux personnages principaux, Jehan juste ici et Jocelyn
qui n'est pas juste ici, mais voilà, qui est ce personnage bleu, en bleu, le chevron d'argent, qui vont aller de tournoi en tournoi pour essayer de combattre et de gagner de l'argent, hein, bien sûr, puisque quand on gagne un tournoi, on peut demander une rançon plutôt que de tuer la personne. Et à chaque fois, cette rançon rapporte de l'argent. On va les suivre un petit peu sur 2 tournois différents, hein, un tournoi au début, et puis ensuite, à la toute fin, enfin non pas à la toute fin d'ailleurs, durant le reste du récit, un second tournoi où ils vont essayer d'affronter un homme qui semble invincible, qui semble être le plus fort. Voilà, on le voit ici, qui est l'homme avec les 3 hallebardes blanches sur le fond noir. Donc ça va être une sorte de quête de devenir le plus fort, le meilleur, de combattre toujours pour être le meilleur, de combattre toujours les meilleurs pour devenir le meilleur, avec beaucoup de scènes du coup de combat, mais aussi beaucoup de scènes de discussion, de géopolitique entre guillemets du Moyen-Âge entre les Français, les Anglais, les Bourguignons, les machins, les trucs. Donc c'est quand même assez intéressant. Et c'est ça que j'ai bien aimé d'ailleurs, c'est qu'il y a une sorte de complot dans tout l'ensemble, enfin pas complot, mais il y a une sorte d'histoire sous-jacente à l'histoire principale qui est assez intéressante. Et du coup j'ai l'impression que c'est cette histoire sous-jacente qui va continuer sur les différents tomes. Je crois qu'il va y en avoir 3, je ne suis pas certain, je ne veux pas dire de bêtises, il y en a au moins 2 actuellement. Mais bref, que cette histoire va continuer, j'espère bien. Il y a aussi ce côté, les personnages principaux sont quand même assez jeunes et donc ne connaissent pas encore tout, n'ont pas une maturité complète sur la vie et sur tout ce qui se passe. Ils se font un petit peu abuser par certaines personnes. On le voit d'ailleurs dès le début où ils vont battre d'autres chevaliers parce qu'ils sont plus forts. Et puis, lors de la discussion pour la rançon, ils vont se faire un peu avoir parce qu'en fait, ils veulent pas être méchants, c'est un peu ils sont un peu trop gentils. Et ça, c'est ce côté un peu manga, shonen. Ils sont un peu trop gentils, ils veulent pas faire de mal, mais en même temps, ils sont forts, donc il faut bien demander des rançons, quoi. Et donc, il va y avoir tout cet apprentissage avec les différents personnages. Il y a ce méchant emblématique, hein, puisqu'on ne va pas voir son visage jusqu'à la fin. En tout cas, à la fin, on va le voir, mais jusqu'à arriver sur sa dernière page, on va dire, on ne va pas le voir et on va avoir cette impression que c'est un gros méchant, un vilain, etc., très fort, très mystérieux, etc., pour au final nous prendre à revers et nous amener une autre partie de l'histoire via ce personnage. Et ça, j'ai beaucoup apprécié personnellement. Et c'est pourquoi j'ai d'ailleurs envie énormément de lire la suite, c'est parce qu'ils nous prennent à contre-pied sur le dernier quart de l'histoire. Il y a des choses qu'on pouvait voir venir, que moi j'avais vu certaines choses venir, mais j'avais pas tout vu venir et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Il y a beaucoup de petites choses où ils nous laissent un sorte de suspense. Même cette image, pour ceux qui l'ont vu, je vais pas laisser, c'est pas un spoil, assez énigmatique de Jehan et Jocelyn qui sont à un banquet en train de fêter leur victoire sur certains chevaliers. Et puis on va avoir ce gars qui est un personnage de l'histoire un peu noir et qui va surveiller de loin avec un grand sourire. Cette information qu'on nous donne, il y a un peu rien derrière et en même temps ça peut vouloir dire tellement de choses que je trouve que c'est très bien apprécié. Le fait qu'il sourit comme ça en regardant les gens être heureux au banquet, etc., je trouve que c'est très malin. Alors, s'il n'y a pas de suite à cette petite image dans le tome 2, par contre, je vais être très déçu. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt de l'avoir mis ici. Personnellement, c'est mon point de vue. Ça n'a aucun intérêt, dans ce cas-là, de l'avoir mis ici, s'il n'y a pas de suite à cette histoire. Donc bref, beaucoup de bonnes choses pour l'histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde, parce qu'il y a ce côté, justement, shonen, des personnages un petit peu naïfs, des personnages qui sont très forts dès leur jeunesse, mais justement un peu con-con sur certains autres points. Moi, je trouve ça intéressant, je trouve ça sympa, si on voit évoluer les personnages, bien entendu, sur les prochains tomes. Je trouve ça très intéressant. Et pour le coup, Ronan Toulotte et Vincent Breujas, on les connaît dans ce genre de domaine, ils sont quand même plutôt doués. En tout cas, personnellement, moi, j'aime beaucoup leur travail, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc, à voir la suite. Pour le dessin, on est vraiment sur la patte de Ronan Toulotte. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, j'apprécie beaucoup son trait. Je trouve qu'il est très, très dynamique et qu'il est vraiment efficace au niveau des personnages. On a vraiment des gars et des filles avec des trognes très particulières. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous ai pas dit, mais le personnage de Jehan, toute la petite subtilité de ce personnage-là, c'est que c'est une femme en fait. C'est une femme qui veut devenir chevalier et qui veut être respectée par tout le monde parce qu'en fait elle a été élevée comme un chevalier par son père et donc elle a plus manié l'épée que manié on va dire les arts de la femme à l'époque. Et c'est un point intéressant qui ressort énormément dans le dessin de Ronan Toulotte et ça j'ai beaucoup apprécié.
Il y a d'ailleurs, si, bon, je coupe un petit peu mon avis sur le dessin parce que j'avais oublié d'en parler avant, je voulais en parler. Il y a d'ailleurs ce côté un petit peu chevalier du film Chevalier. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce film avec Heath Ledger, d'un écuyer qui sert son chevalier justement. Le chevalier va mourir dans son armure et comme il doit se présenter au tournoi, c'est l'écuyer qui va prendre sa place et qui au final va prendre goût à ça et qui va retourner faire des combats pour gagner de l'argent, pour s'en sortir, puis il va apprécier, il va y avoir plein d'histoires, plein de politiques, le méchant qui est très emblématique et tout ça, avec une scène d'anthologie où les paysans commencent à faire le bruit de We Will Rock You de Queen avec leurs mains sur le bois et tout. Bon, moi c'est un film que j'avais adoré quand j'étais gamin et que j'ai revu des dizaines de fois certainement quand j'étais petit parce que j'adorais jouer au chevalier, etc. Donc bref, c'est peut-être ça aussi qui m'a donné cette impression de puissance que j'ai beaucoup aimé, mais c'est ce côté des personnages qui sont pas à la base pour être chevaliers, qui sont pas censés être là et qui au final sont de superbes combattants et qui réussissent à faire plein de choses. Donc bref, pour revenir au dessin, désolé j'ai été coupé, beaucoup de très belles pages qui sont sublimées, là ça il faut le dire, qui sont sublimées par la couleur de Johan Guillemot. C'est magnifique. Et puis ces combats très intenses, avec beaucoup de mouvements pour le coup. On en parlait dans la BD précédente, je trouvais que le mouvement n'était pas terrible. Là on a vraiment ce côté mouvement, puissance, surtout puissance en fait je trouve, qui se dégage énormément avec, je vais essayer de retrouver ces chevaux que l'on voit là, très puissants, on voit vraiment, c'est des chevaux qui sont énormes, comme à l'époque des chevaliers. Et voilà, beaucoup de puissance dans les combats, beaucoup d'intensité et des couleurs vraiment magnifiques. On ressent les coups de bouclier, les coups d'épée, on les ressent vraiment, c'est très très réussi je trouve à ce niveau-là. Après ça a toujours été, dans mes souvenirs, la puissance et la qualité du dessin de Toulouse, c'est ce côté vraiment très très puissant. Et ça, j'apprécie beaucoup. Depuis Radei, où j'ai un peu découvert, j'ai trouvé que c'était vraiment super. Par contre, là, la couleur est encore meilleure. J'en parlais rapidement avant. La couleur est vraiment très, très efficace. C'est très beau. Il y a beaucoup d'intensité. Il y a vraiment un travail très très réussi sur la couleur. Franchement, ça m'a donné envie de lire plus de BD de Johan Guillemot à la couleur, parce que Guillemot, c'est pas lui. Guillemot, c'est Ubisoft. Bref, pour la couleur, c'est vraiment un travail majestueux. Franchement, c'est incroyable. J'espère qu'ils vont faire plus de BD avec lui, parce que d'une part, j'aime le scénario de Brujas, souvent c'est très bien. Et le dessin de Toulouse, c'est très bien aussi. Donc si on peut allier en plus de ça une couleur magnifique, regardez ces reflets, c'est magnifique quoi, c'est très 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 beau, très réussi. Donc voilà, superbe BD que j'ai beaucoup apprécié. Franchement, j'attendais pas grand chose et j'ai beaucoup aimé. Donc très bonne lecture, Tête de chien, j'ai hâte de lire le second tome. Pour ceux qui ont lu le second tome, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. Voilà, c'est fini pour cet avis lecture, une longue vidéo, je le sais. Mais bon, ça m'a fait du bien aussi de prendre un petit peu le temps de relire des choses, de vous faire un avis complet, de prendre le temps de regarder des vidéos des auteurs pour qu'ils racontent un petit peu leur côté de l'histoire. Parce que quand on lit une histoire, on est toujours un petit peu subjectif. C'est notre avis, c'est notre point de vue, c'est comment on voit les personnages, comment on voit l'histoire. Et j'aime toujours avoir cet avis de l'auteur, qu'est-ce qu'il a voulu transmettre, que ça ait fonctionné entre guillemets ou que ça n'ait pas fonctionné. J'aime comprendre pourquoi il a fait ça et comment ils l'ont fait. Donc voilà pour les 3 BD du jour. Et puis pour la suite, on verra en fonction de ce que je lis. Peut-être un top 10 à venir dans les prochains mois. Pas tout de suite parce que je vais être un petit peu absent dans les prochaines semaines. Donc c'est pour ça que je vais essayer de vous tourner des vidéos pour ne pas vous laisser de côté. Et puis comme d'habitude, si vous appréciez mes vidéos et ce que je vous propose, n'oubliez pas de venir vous abonner et puis d'activer la cloche pour avoir les notifications et pouvoir suivre un petit peu les mises en ligne de mes vidéos, de liker si vous avez apprécié cette vidéo et puis de venir me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Solo. Est-ce que vous avez eu les mêmes impressions que moi? Est-ce que Berlin sera votre tombeau? Vous avez complètement accroché avec ce côté de l'histoire ou est-ce que à l'inverse vous avez détesté parce qu'il y avait ce côté un petit peu trop fumant de les gentils sont des méchants, etc. Et enfin, Tête de chien, est-ce que vous aussi ça vous a passionné ou pas?
Ça peut être aussi totalement le cas. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré. Et franchement, en la relisant et en vous faisant la vidéo, je me disais que ça vaudrait presque le coup de prendre le temps les prochaines fois, d'analyser un petit peu plus les planches, hein, de voir pourquoi ces planches sont incroyables avec cette mise en centre du personnage, ces couleurs qui viennent et puis ce flou un petit peu autour, tous ces fracas, ce côté... On se regarde dans les yeux, le calme avant la tempête, et puis sur l'autre page, on a justement cette tempête qui vient s'abattre. C'est très intéressant. On sent qu'il y a énormément de travail, et je trouve que dans cette BD particulièrement, on ressent ce travail et cette mise en lumière de l'action et de l'histoire. Vraiment, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire cette BD et à la relire d'ailleurs, parce que je l'ai relue juste avant de vous faire la vidéo. Bref, moi, je vous dis à dans 2 semaines. C'était BD & Co. Bye.